Cours de terminale de spécialité, cours 004B, partie 1 sur 2. Alors faites bien attention, la partie 1 sur 2 vient après la partie 2 sur 2. Partie 2 sur 2 dans laquelle j'ai préféré commencer par deux exemples concernant la théorie de Hardy-Weinberg. Donc ce cours est toujours intitulé « L'inéluctable évolution des génomes au sein d'une population face à la théorie de Hardy-Weinberg ». Donc on est bien dans la partie 1 sur 2 de ce cours 004B. Qu'appelle-t-on équilibre de Hardy-Weinberg? Et on dit aussi équilibre théorique de Hardy-Weinberg. Prenons une population, c'est-à-dire un ensemble d'individus de la même espèce qui, vivant à proximité les uns des autres, se reproduisent entre eux. C'est la définition globale d'une population. Il y a dans cette population un certain nombre d'allèles, et on rappelle qu'un allèle représente une certaine version d'un gène. Par exemple, les allèles gouvernant les groupes sanguins sont A, B et O. Admettons qu'il y en ait 4. Admettons qu'il y ait 4 allèles, que l'on peut représenter par 4 couleurs, chaque allèle ayant une fréquence de 25%. Alors évidemment, un allèle, ce n'est pas une couleur, hein, c'est très symbolique. On prend un allèle violet qui a une fréquence allélique de 25%, un allèle vert qui a également une fréquence allélique de 25%, un allèle rouge, fréquence allélique de 27%, et un allèle bleu, fréquence allélique de 25%. Chaque allèle est une séquence de nucléotides et la représentation que nous proposons en couleur est bien entendu symbolique. À quelles conditions les 4 allèles portés par les individus de la population sont-ils stables de génération en génération? Eh bien, il existe au moins 4 conditions pour que cet équilibre de Hardy-Weinberg soit respecté, et même peut-être 5 si on rajoute la sélection sexuelle. Voyons ces 4 conditions. Donc je répète à quelles conditions les 4 allèles portés par les individus de la population sont-ils stables de génération en génération? Première condition, il ne faut pas que les allèles subissent de mutations, donc un 5e allèle ne doit pas apparaître. Alors bien sûr dans notre exemple. Deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait de dérive génétique, donc pas de variation aléatoire de la fréquence des allèles. Chacun des allèles couleur doit rester à 25%. Et vu que la dérive génétique est très marquée dans une population à petit effectif, la population initiale doit avoir un effectif infini. C'est important. Troisième condition, il ne faut pas qu'il y ait de migration, donc pas de nouveaux individus issus d'une autre population qui apporteraient bien entendu de nouveaux allèles. Donc il est important que la population initiale soit isolée, c'est-à-dire fermée, pour éviter les échanges d'allèles. Par exemple, un 5e allèle qui aurait une fréquence de 20% ferait basculer les 4 autres à 20% au lieu de 25%. Nous ne serions plus dans l'équilibre de Hardy-Weinberg. Quatrième condition, il ne faut pas qu'il y ait de sélection naturelle ni même de sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un environnement donné ait tendance à favoriser un allèle qui aurait donc tendance à se répandre davantage alors que les allèles défavorables pourraient se raréfier, voire disparaître. Autrement dit, une couleur ne doit pas devenir dominante par rapport aux 3 autres couleurs dans notre exemple. Deuxièmement, dans la réalité, l'équilibre théorique de Hardy-Weinberg est possible. La réponse, dans la réalité, l'équilibre de Hardy-Weinberg est-il possible? Eh bien, la réponse sera catégoriquement non. On est face là à une inéluctable évolution et nous allons décrire pourquoi dans la fin de cette partie, dans cette partie 1 sur 2 et notamment dans la partie 2 sur 2 où tout est expliqué de manière relativement complète. Alors la réponse est non. Dans la réalité, il n'y a pas d'équilibre théorique de Hardy-Weinberg. Pourquoi? Parce qu'il existe des forces évolutives qui font évoluer de manière inéluctable les génomes au sein d'une population. Quelles sont ces forces évolutives?
Réponse, eh bien, premièrement, les mutations. Deuxièmement, la dérive génétique. Troisièmement, les migrations. Quatrièmement, la sélection naturelle. Et on aurait même pu mettre cinquièmement, la sélection sexuelle. Bon, que j'ai inclus dans la sélection naturelle. En quoi ces forces évolutives empêchent-elles d'atteindre l'équilibre théorique de Hardy-Weinberg? Et donc, en quoi chacune de ces forces évolutives a-t-elle un rôle dans l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations? Alors, reprenons donc l'étude de ces 4 forces évolutives, voire de ces 5 forces évolutives, dans l'ordre. Rappel du problème. En quoi chacune des forces évolutives empêche-t-elle d'atteindre l'équilibre théorique de Hardy-Weinberg? Et donc, en quoi chacune a-t-elle un rôle dans l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations? Première force évolutive, ce sont les mutations. Les mutations ont-elles un impact sur l'équilibre de Hardy-Weinberg? Une mutation dans une cellule somatique, telle que le cancer de la peau, telle que cette mutation qui peut donner le cancer de la peau par exemple, ne se transmet pas à la descendance. Elle ne concerne que l'individu chez lequel elle apparaît. Par conséquent, elle n'affecte pas l'équilibre de Hardy-Weinberg. Une mutation dans une cellule germinale, en revanche, est transmissible à la descendance. Ce nouvel allèle peut modifier la fréquence des autres allèles. Cependant, ces mutations sont rares, 0,0001% pour un gène donné. Donc, l'impact sur l'évolution des fréquences alléliques sera négligeable si la population est infinie. En conséquence, les mutations modifient l'équilibre théorique de Hardy-Weinberg de manière négligeable. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire qu'une mutation soit une cause inéluctable de l'évolution des génomes au sein d'une population. Autrement dit, une mutation seule ne suffit pas pour faire évoluer les fréquences alléliques au sein d'une population. Toutefois, certaines mutations peuvent être remarquables et s'imposer rapidement dans une population. Deuxième force évolutive, c'est la dérive génétique. Une dérive génétique a-t-elle un impact sur l'équilibre de Hardy-Weinberg? La dérive génétique est due à une variation aléatoire de la fréquence des allèles, et ceci même si la sélection naturelle n'existe pas. Elle est d'autant plus accentuée que la population est petite. La population est infinie dans l'équilibre de Hardy-Weinberg, ce qui est rarement le cas dans la réalité. La dérive génétique s'observe aussi bien sur les traits, c'est-à-dire sur les caractères neutres, que sur les traits non neutres. Un trait neutre ne confère aucun avantage ou désavantage sélectif. Par contre, lorsque le trait n'est pas neutre, l'allèle qui subit la dérive peut apporter un nouveau trait, c'est-à-dire un nouveau caractère qui pourra être avantageux ou non pour l'individu qui a reçu ce nouveau caractère et donc pour la population si l'allèle se propage dans la descendance. Au final, la dérive génétique pourra fixer l'allèle qui alors s'exprimera ou l'appauvrir ou le faire disparaître. Il y aura donc un appauvrissement génétique de la population, lequel d'ailleurs est accentué dans les petites populations, notamment dans les populations isolées, dans lesquelles la dérive génétique peut jouer un rôle important dans l'évolution et quelquefois à l'encontre de la sélection naturelle. Les petites populations isolées peuvent résulter d'un effet fondateur à partir d'un petit groupe de migrants. Il correspond à la perte de la diversité génétique d'une population issue d'une autre par isolement d'un très petit nombre d'individus, comme ce fut le cas lorsque l'homme a quitté le berceau de l'humanité en Afrique. Les petites populations isolées peuvent aussi résulter d'un événement qui a diminué l'effectif de la population, des maladies par exemple ou des événements géologiques. En conséquence, la dérive génétique modifie l'équilibre de Hardy-Weinberg de manière non négligeable. Par conséquent, la dérive génétique est une cause de l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations. Autrement dit, une dérive génétique suffit à faire évoluer les fréquences alléliques et génétiques au sein d'une population, ce qui va donc contre
contre la théorie de Hardy-Weinberg, de génération en génération, les fréquences alléliques et génétiques ne seront pas les mêmes, donc il ne peut pas y avoir de stabilité génétique. On est bien donc contre la loi de Hardy-Weinberg. Troisième force évolutive, ce sont les migrations. Une migration a-t-elle un impact sur l'équilibre de Hardy-Weinberg? Une migration correspond à l'arrivée de nouveaux individus dans une population qui, de ce fait, n'est plus isolée. Les migrants sont susceptibles d'apporter de nouveaux allèles et par conséquent de les échanger avec la population hôte jusqu'à éventuellement l'homogénéisation de ces allèles. Dans l'équilibre de Hardy-Weinberg, il n'y a ni départ ni arrivée, de ce fait les migrations perturbent cet équilibre. L'arrivée des allèles a davantage d'impact qu'une simple mutation. La conséquence des migrations est la mise en place de flux d'allèles entre populations différentes jusqu'à l'homogénéisation de fréquences alléliques, ce qui limite leur différenciation et éloigne de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Quelquefois, certains nouveaux allèles exprimés vont à l'encontre des allèles qui favorisent une adaptation à un environnement particulier dans lequel était adaptée la population locale. Le nouveau jeu des fréquences alléliques aura tendance à tendre vers une adaptation requise par la sélection apte à s'insérer dans un environnement nouveau pour les migrants. Si les migrations remettent en jeu l'équilibre de la population hôte, elles ont en revanche l'avantage d'éviter la consanguinité qui a tendance à se mettre en place dans les petites populations de migrants. Par conséquent, leur arrivée dans une population infinie supprime cet effet et donc son extinction sur le long terme. En conséquence, les migrations modifient l'équilibre de Hardy-Weinberg de manière non négligeable. Par conséquent, nous pouvons dire que les migrations sont en partie une cause inéluctable de l'évolution des génomes au sein des populations. Autrement dit encore, les migrations suffisent à faire évoluer les fréquences alléliques et génétiques au sein d'une population. Quatrième force évolutive, la sélection naturelle ou la sélection sexuelle. Une sélection naturelle ou une sélection sexuelle a-t-elle un impact sur l'équilibre de Hardy-Weinberg? Une sélection naturelle donne un avantage sélectif procuré par un allèle qui, de ce fait, peut présenter une fréquence allélique supérieure à celle des autres allèles. Les allèles favorables offrent cet avantage sélectif en augmentant le nombre d'individus viables et fertiles de génération en génération. On parle de succès reproducteur que procurent ces allèles favorables. À noter que si l'environnement n'est pas modifié, la fréquence des allèles favorables augmente avec le temps de génération en génération jusqu'à ce que l'adaptation soit optimale. Le succès reproducteur assuré par les allèles favorables dépend de deux facteurs. Premier facteur, dépend de deux facteurs. D'une part, de la probabilité de survie de l'individu jusqu'à l'âge adulte, ce qui témoigne de l'adaptation à l'environnement, et d'autre part, ce succès reproducteur dépend de la fécondité de l'individu, c'est-à-dire de sa capacité à se reproduire et du nombre de descendants viables. À noter que quelquefois une sélection sexuelle intervient qui éloigne de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Le choix d'un partenaire peut dépendre d'un caractère particulier que de mettre en avant l'autre partenaire, caractère qui peut le mettre en danger, exemple la roue du pan. Certains traits de caractère peuvent au contraire favoriser la survie, force musculaire par exemple. D'autres critères peuvent intervenir, la beauté, l'odeur, la couleur, etc. Dans la réalité, au sein d'une population, la sélection sexuelle résulte d'un compromis entre avantages et désavantages sélectifs. Par exemple, la roue du pan, mâle, pourra ou pourrait être compensée par une grande force musculaire. En conséquence, des observations précédentes, la sélection naturelle et sexuelle, en conséquence des observations précédentes, la sélection naturelle et sexuelle modifie l'équilibre de Hardy-Weinberg de façon non négligeable et par conséquent, nous pouvons dire qu'elle est en partie la cause inéluctable de l'évolution des génomes au sein des populations. Autrement dit encore, elle fait évoluer
les fréquences alléliques et génétiques au sein d'une population. En conclusion, concernant la relation entre ces 4 forces évolutives, ces 5 forces évolutives en fait, et l'équilibre théorique de Hardy-Weinberg, et ceci dans le but de savoir s'il y a bien une inéluctable évolution des génomes au sein des populations, nous avons montré que ces 4 forces, ces 5 forces évolutives en fait, vont à l'encontre de l'équilibre de Hardy-Weinberg, une théorie éloignée de la réalité. En effet, 5 moteurs essentiels font évoluer les génomes: les mutations, la dérive génétique, les migrations, la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Nous pouvons affirmer que l'équilibre de Hardy-Weinberg reste théorique, mais que sur le long terme, dans l'espace et dans le temps, il n'est jamais atteint dans la réalité. Il permet en revanche de réfléchir et de raisonner afin d'expliquer les relations qui peuvent exister entre le monde vivant et l'environnement au sein d'une biodiversité qui résulte de forces évolutives. À noter qu'une 5e force évolutive mène doucement à l'extinction de l'homme, c'est l'homme lui-même. En réfléchissant à ce constat, nous pouvons poser un autre problème concernant l'espèce, c'est-à-dire en quoi la notion d'espèce intervient-elle dans l'évolution des génomes au sein d'une population. Une espèce est un groupe d'individus interféconds capables de donner naissance à une descendance fertile dans les conditions naturelles. Une espèce est représentée par un groupe d'individus qui évoluent continuellement dans l'espace et dans le temps. L'analyse génétique des flux de gènes permet de retracer l'histoire évolutive des êtres vivants. Elle remet en cause les classifications préétablies. En quoi une espèce est-elle une entité temporaire qui évolue de façon constante dans l'espace et dans le temps? L'unité de base de l'espèce est un individu. 2 individus de sexe opposé vont se reproduire. La reproduction entre 2 individus d'une génération G1 assure la mise en place d'une génération G2. La génération 2 G2 assure la génération G2 assure la génération G3 et ainsi de suite, G4, G5, etc. Au cours de ces 5 générations, il est possible que rien ne se passe et que les 4 forces évolutives n'interviennent pas pour modifier le génome de la population. Autrement dit, de G1 à G5, les individus se reproduisent, chaque génération assurant la génération suivante et, en quelque sorte, l'équilibre de Hardy-Weinberg est assuré. Puis subitement ou sur le long terme, la population se trouve scindée en 2. Autrement dit, nous avons affaire à un isolement reproducteur. La population initiale P1 est séparée en 2 populations P2 et P3, ou P1 et P2, donc si P1 est conservé. Cet isolement reproducteur est un processus qui rend possible la reproduction entre 2 individus P2 et P3. Autrement dit, suite à l'isolement reproducteur P1 qui a donné P2 et P3, P1 a donné P2 et P3 qui forment désormais 2 espèces différentes. Cet isolement reproducteur correspond à un processus évolutif qui a permis d'obtenir 2 nouvelles espèces, ou une seule si P1 persiste, à partir d'une population P1 préexistante. Ce processus évolutif est nommé spéciation. La spéciation est donc un processus évolutif qui permet à une nouvelle espèce d'apparaître à partir d'une espèce préexistante. Bilan: de génération en génération, une espèce subit des mécanismes d'isolement reproducteur qui conduisent à une spéciation. Elle fait évoluer de manière temporaire les espèces. Les individus se reproduisent au sein d'une même espèce. Les générations sont ainsi assurées. Il arrive que certains événements d'ordre biologique ou géologique imposent un isolement reproducteur, donc une spéciation, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle espèce à partir d'une espèce préexistante. Ainsi, de génération en génération, une espèce évolue en de multiples espèces dont les flux de gènes, répertoriés par des analyses génétiques, sont mis en avant pour mieux comprendre l'histoire évolutive des êtres vivants. Précisons davantage cette notion d'espèce. Au sein d'une population d'individus de même espèce, il y a des échanges de gènes.
Suite à un isolement reproducteur, la population initiale peut évoluer en deux populations qui n'échangent plus de gènes. Dans ce cas, les deux populations constituent deux espèces différentes, la spéciation a bien eu lieu. L'isolement reproducteur peut résulter de plusieurs causes, soit un isolement géographique, par exemple migration, barrière géologique, soit un isolement comportemental, par exemple la sélection sexuelle, soit un isolement écologique, par exemple la sélection naturelle. Les flux de gènes sont assurés par séquençage génétique. Les mesures sont comparées entre différentes populations. L'analyse génétique révèle quelquefois la présence de sous-populations vivant sur le même territoire. A l'inverse, l'analyse génétique révèle quelquefois des hybridations entre individus que l'on croyait être d'espèces différentes, découverte de flux de gènes entre les populations humaines de Néandertaliens et de Sapiens, les limites entre ces deux populations étant difficiles à définir. Donc ceci est un exemple. Ainsi, les analyses génétiques représentent une avancée majeure qui permet de mieux comprendre l'histoire évolutive des populations. Bilan général, au sein d'une population, les génomes évoluent sous la poussée de forces évolutives que sont les mutations, la dérive génétique, les migrations, la sélection naturelle, la sélection sexuelle. Sans l'intervention de ces forces évolutives, au sein d'une population, on peut définir un équilibre théorique, celui de Hardy-Weinberg, équilibre assuré si la population est isolée et d'effectifs infinis. Mais en réalité, les forces évolutives interviennent toujours à un moment ou à un autre, si bien qu'il est inéluctable que l'évolution des génomes au sein d'une population soit une règle au sein des êtres vivants, une règle pour assurer un équilibre au sein des écosystèmes, un équilibre dynamique aux échelles de l'espace et du temps. Les espèces font partie intégrante des écosystèmes. Par conséquent, on peut avancer avec une certitude mesurée qu'une espèce est une entité temporaire qui évolue continuellement dans l'espace et dans le temps. Alors, on avait dit que l'évolution des génomes au sein d'une population. On a parlé d'évolution des génomes au sein d'une population. Essayons de démonter la théorie suivante, l'inéluctable évolution des génomes au sein d'une population. Cette théorie est-elle compatible avec la théorie de Hardy-Weinberg? Alors, nous allons répéter les choses, mais nous allons procéder de manière différente et je voudrais m'assurer que vous avez bien compris en fait. Alors, notre objectif sera de comprendre pourquoi le génome d'une population évolue de manière inéluctable. Pour cela, nous parlerons de l'équilibre de Hardy-Weinberg, de force évolutive et de la notion d'espèce, une entité qui évolue sans cesse. Mais d'abord, rappelons quelques notions importantes. Premier point, la biodiversité est le résultat et une étape de l'évolution. Des mécanismes de l'évolution s'exercent à l'échelle des populations, la spéciation, sélection naturelle, dérive génétique et certains facteurs génétiques et environnementaux, les migrations également. Deuxième point, il existe une communication intraspécifique et une sélection sexuelle. Troisième point, il existe une biodiversité actuelle et passée. La diversité des individus repose sur la variabilité de l'ADN grâce aux mutations qui assurent la présence de nombreux allèles. Quatrième point, mutation et variabilité génétique résultent de la réplication de l'ADN et en conséquence d'un polyallélisme. Cinquième point, réplication de l'ADN, agent mutagène, variabilité de l'ADN assure une diversité allélique, les allèles formant de manière spontanée ou induite, les allèles se formant de manière spontanée ou induite. Sixième point, le génome humain permet de retracer l'histoire de l'humanité. Septième point, certaines variations génétiques résultent d'une sélection naturelle actuelle et passée, résistance, tolérance et avantages sélectifs. Et huitième point, ainsi l'étude de l'ADN et des gènes, c'est-à-dire du patrimoine génétique, permet de comprendre et d'expliquer la diversité du monde vivant et de son évolution dans l'espace et dans le temps. Les fréquences relatives des allèles permettent de poser le problème de l'évolution des fréquences alléliques et des fréquences génétiques. Nous allons confronter le modèle théorique de Hardy-Weinberg à l'hypothèse concernant l'inéluctable évolution des génomes au sein d'une population. Le modèle de Hardy-Weinberg, c'est un modèle théorique probabiliste
qui étudie l'évolution de la fréquence relative de certains allèles au sein d'une population eucaryote à reproduction sexuée. Il s'agit du premier modèle de génétique des populations proposé par Hardy et Weinberg au début du XXe siècle. La génétique des populations étudie la structure génétique d'une population, c'est-à-dire la fréquence des allèles présents et l'évolution de cette structure génétique de la population. Des calculs de la fréquence allélique et de la fréquence génétique apportent des renseignements sur cette structure génétique. Ce premier modèle étudié par Hardy et Weinberg concernant une population exigeait plusieurs conditions. La population devait être isolée, la population devait être infinie, pas de mutation, pas de dérive génétique, pas de migration, pas de sélection naturelle, pas de sélection sexuelle. Lorsque ces conditions sont réunies, la population est dans le modèle de Hardy-Weinberg. Les fréquences alléliques et les fréquences génétiques ne varient pas d'une génération à l'autre, autrement dit, rien ne change dans ces conditions-là. Mais les scientifiques se sont aperçus que ce modèle théorique n'existait pas dans la réalité. Alors pourquoi cet équilibre de Hardy-Weinberg n'existe pas? En général, dans une population, au moins 4 forces évolutives interviennent pour modifier les génomes, voire une 5e, si on parle de la sélection sexuelle. Première force évolutive, les mutations. Une mutation peut faire apparaître un nouvel allèle, ce qui est peu fréquent, mais existe tout de même. Deuxième force évolutive, les dérives génétiques. Une dérive génétique conduit vers une population finie, avec des variations aléatoires qui modifient les fréquences des allèles de la population initiale. Troisième force évolutive, les migrations. Les migrations font intervenir de nouveaux individus et donc leurs propres allèles qui s'ajoutent aux allèles de la population initiale. Quatrième force évolutive, la sélection naturelle, et on pourrait même dire cinquième force évolutive, la sélection sexuelle. Une sélection naturelle et ou sexuelle peut offrir un avantage sélectif procuré par un allèle particulier et donc modifier la fréquence allélique de la population initiale. En résumé, si nous confrontons les forces évolutives à la théorie de Hardy-Weinberg, nous comprenons qu'en réalité cet équilibre théorique n'existe pas. Mais imaginons que le modèle de Hardy-Weinberg soit possible. Pour cela, il ne faudrait pas que ces forces évolutives interviennent. Reprenons encore une fois en détaillant davantage ces conditions et posons-nous à nouveau la question: quelles forces évolutives devons-nous éviter pour que l'on se place vraiment dans les conditions d'un équilibre proposé par Hardy et Weinberg? Alors, premièrement, il faut que le régime de reproduction soit aléatoire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un régime de panmixie, c'est-à-dire que les individus doivent se croiser au hasard afin que la fréquence allélique et la fréquence génétique soient toutes deux constantes de génération en génération. Il ne faut pas qu'il y ait de mutation, il ne faut pas qu'il y ait de dérive génétique, il ne faut pas qu'il y ait de migration, il ne faut pas qu'il y ait de sélection naturelle, il ne faut pas qu'il y ait de sélection sexuelle. La population doit être de taille infinie. Il ne faut pas qu'il y ait d'événements majeurs biologiques ou géologiques. Au final, si ces conditions sont réunies, le modèle prédit que la fréquence des allèles et la fréquence génétique resteront stables d'une génération à l'autre. La population est dite alors à l'équilibre de Hardy et Weinberg. En outre, la structure génétique de la population peut être déterminée directement à partir des fréquences alléliques. Si la population respecte la structure génétique théorique, on dit que cette population suit la loi de Hardy-Weinberg. Quelle est cette loi de Hardy-Weinberg? Essayons de mieux comprendre en étudiant deux exemples. Et là, je vous renvoie bien entendu à la vidéo 2 sur 2 où ces deux exemples vont vous permettre de comprendre bien concrètement comment on étudie cette loi de Hardy-Weinberg à l'aide de calculs et comment on peut la confronter à l'évolution et dire qu'en fin de compte, la loi de Hardy-Weinberg est confrontée à l'inéluctable évolution des populations. Autrement dit, lorsque la vie a commencé, on ne peut plus l'arrêter. Le cours est terminé. Merci.